Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Les raisons d'espérer pour agir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire FutureUp organisé par KEA à l'occasion de la COP28 autour des raisons d'espérer pour agir et de la transformation vers une économie souhaitable. FutureUp, c'est une série de 10 webinaires organisés par KEA tout au long de cette COP28 et nous avons le plaisir de co-présenter ce soir le 4e épisode autour d'une thématique qui nous est chère, qui est la redirection des business models des entreprises. Je suis Jérémy Viel, directeur au sein de MySesame, qui fait partie du groupe KEA, et j'aurai le plaisir de co-animer avec Caroline Derome, qui est manager au sein de MySesame, ce webinaire. Bonjour Caroline. Bonjour Jérémy. Alors MySesame, c'est une société à mission B Corp, tout comme l'est le groupe KEA, qui a pour vocation de travailler sur la bascule des dirigeants et des collaborateurs autour de la prise de conscience et de la mise en action autour des questions socio-écologiques. Nous avons le très grand plaisir, avec Caroline, d'accueillir aujourd'hui, ou plutôt tout à l'heure, Marguerite Laborde, qui est directrice de la marque Mustela et qui va nous parler du virage qu'ont entrepris les laboratoires Expansience, dont Mustela fait partie, il y a déjà quelques années, vers la régénération. Nous aurons donc l'occasion tout à l'heure de discuter avec Marguerite et c'est un très très grand plaisir pour nous parce que Mustela est un exemple qui nous inspire beaucoup chez MySesame sur le thème de la redirection des business models. Ce webinaire va se dérouler en 3 parties. Dans la première partie, nous allons aborder une approche qui va nous permettre d'analyser différents types de redirection et notamment des exemples concrets qu'on va aborder avec vous. On va vraiment rentrer dans le détail. La deuxième partie de ce webinaire, nous allons la passer avec Marguerite tout à l'heure et on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que les laboratoires Expansience ont mis en place pour effectuer ce virage et cette redirection des business models. Et puis nous terminerons tout naturellement par des questions que vous aurez l'occasion de poser dès maintenant dans le chat de ce webinaire. Pour commencer, nous allons partager avec vous une statistique. Aux États-Unis, si l'on regarde le délai entre 2 événements climatiques majeurs, c'est-à-dire qui vont impliquer des dégâts supérieurs aux milliards de dollars, eh bien, ce délai en nombre de jours entre 2 événements climatiques extrêmes est passé de 75 jours dans les années 80 à 18 jours dans les années 2020. Cette statistique, il y en a 1000 autres qui vont dans le même sens et qui nous permettent de comprendre l'importance de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui et de l'urgence que nous avons face à nous pour agir et modifier le cours de ce qui est une crise d'origine humaine, nous en avons la certitude. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons toutes les clés en main pour ralentir cette crise et s'y adapter. Seulement, il nous faut agir maintenant. Alors, on va regarder différents types de modifications de business model qui vont nous permettre de prendre conscience de ce que nous, entreprises, nous pouvons faire pour aller dans la bonne direction. Et pour ce faire, nous allons aborder un premier angle qui va être relativement macro, avec 4 types d'entreprises qu'on va vous décrire de manière assez succincte. La première entreprise, ça va être l'entreprise business as usual, qui va être l'entreprise type aujourd'hui, qui va se baser sur un modèle extractif, donc le take, make, waste. Je vais extraire des ressources naturelles, je vais les transformer pour créer un produit, et par la suite, ce produit va être utilisé puis jeté. Cette entreprise business as usual, elle va avoir des considérations RSE réduites à leur strict minimum, principalement de la conformité à la réglementation. Ensuite, on va avoir un type d'entreprise qui va être l'entreprise responsable, qui pendant longtemps a constitué la panacée, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Et donc l'entreprise responsable, elle va essayer d'aller au-delà des contraintes réglementaires et elle va créer une fonction RSE qui va essayer en premier lieu de réduire les impacts de l'entreprise, mais très souvent de telle sorte à ce que le business model ne soit pas remis en question et que ça n'ait pas d'impact sur le chiffre d'affaires.
Cette entreprise, elle va avoir une fonction RSE, mais qui va rester à côté du business et de la stratégie de l'entreprise. Et finalement, elle va avoir un pouvoir de décision relativement limité. On arrive ensuite au modèle qui commence à être intéressant, qui va être le modèle de l'entreprise contributive. L'entreprise contributive, elle va choisir une cause à laquelle elle va vouloir contribuer de manière active. Par exemple, en s'appuyant sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Cette entreprise contributive, elle va se fixer non plus un objectif de performance financière, mais elle va changer son modèle de réussite pour définir des nouveaux indicateurs qui vont constituer ces indicateurs de réussite. Et puis on a un dernier modèle qui est plus récent, qui est l'entreprise régénérative dont on entend de plus en plus parler. Et l'entreprise régénérative, ce qu'elle a de spécifique, c'est que c'est la seule à repositionner la notion de vivant au cœur de sa stratégie. Elle va positionner le vivant au milieu de ses parties prenantes et elle va prendre toutes ses décisions en prenant en compte les impacts positifs et négatifs sur le vivant. Et donc l'entreprise régénérative, elle va accéder à des renoncements pour arrêter certaines activités ou certains produits qui ne sont pas ou qui ne pourront pas être durables demain. L'entreprise régénérative, elle va considérer toutes ces parties prenantes comme avec leur singularité et elle va essayer toujours de trouver les options qui vont permettre de maximiser la valeur pour l'ensemble des parties prenantes. C'est un des modèles, effectivement, vers lesquels les entreprises peuvent aller aujourd'hui, sans forcément devenir entreprises régénératives, mais en tout cas en adoptant ce modèle comme une grille de lecture pour regarder l'ensemble de leurs activités sous le prisme des principes du vivant. Alors, Caroline, nous pouvons regarder aussi les modifications de business model sur la base d'un autre prisme que je vais te laisser présenter. Oui, donc Jérémy vient de nous présenter les différents niveaux de redirection des entreprises. La question maintenant qu'on se pose, et c'est vraiment le centre de ce webinaire, c'est de savoir, mais en fait finalement, dans mon entreprise, quelles actions est-ce que je peux prendre et à quel niveau pour rediriger le business model de mon entreprise. Et on a identifié 3 niveaux. On peut agir au niveau de son écosystème. Donc, par exemple, en sensibilisant les consommateurs, c'est ce que fait la Camif en boycottant le Black Friday, et beaucoup de marques aujourd'hui les ont suivis aussi sur ce boycott. On peut aussi communiquer à nos consommateurs une façon de consommer de façon plus responsable. Donc voilà, la sensibilisation des consommateurs, c'est un exemple d'action au niveau de l'écosystème. Il y a aussi l'action agir main dans la main avec nos fournisseurs, par exemple. La Camif le fait aussi. Ils organisent les tours du Made in France tous les 2 ans. C'est un moment où ils co-construisent avec leurs fournisseurs les produits durables de demain et ils sont sortis de ce processus des nouveaux produits durables comme les matelas à base de fibres recyclées et de fibres biosourcées. Donc il y a cette collaboration avec les fournisseurs qui est importante. Et puis après, on peut aussi agir au niveau de l'écosystème via du plaidoyer, par exemple. C'est ce que fait aussi la Camif. En poussant pour la TVA responsable, donc une TVA réduite sur les produits, les services responsables. Et puis après aussi via le mécénat, la philanthropie, le soutien par exemple d'entrepreneurs à impact, d'entrepreneurs sociaux. Donc ça c'est vraiment au niveau plutôt de l'écosystème. Plus proche du cœur business, on a le modèle opérationnel. Donc ça, c'est comment fonctionne l'entreprise. Donc on va venir travailler sur comment est-ce qu'on source nos matières, sur les achats responsables. Donc aller sélectionner des matières plus proches, des matières recyclées, des matières biosourcées, des compostables, etc., etc. Donc c'est vraiment le travail sur les achats, le travail aussi sur la production. Comment est-ce qu'on peut venir produire de façon plus vertueuse avec un impact amoindri sur l'environnement. Donc penser son usine dans une optique d'écologie industrielle avec des flux fermés pour l'eau, avec une collaboration avec les usines autour dans la région, etc. C'est ce que fait L'Oréal par exemple.
Donc ça, c'est plutôt sur la façon d'opérer. C'est là qu'on vient intégrer tout ce qui est fait sur la minimisation des impacts carbone, les bilans carbone, mais aussi les impacts sur la biodiversité, l'eau, etc. Donc on est plutôt dans une optique de réduction des impacts négatifs sur l'environnement et d'optimisation de comment fonctionne le business model, le modèle opérationnel, pardon. Et puis après, le cœur de notre webinaire, c'est sur ce cœur business. Comment est-ce qu'on va venir rediriger aussi l'offre en fait de l'entreprise. Donc la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que mon offre peut être corrélée à des impacts positifs ou corrélée à un impact amoindri sur l'environnement. Et c'est là qu'on vous propose 3 leviers avec des exemples pour chacun. Donc le premier levier, c'est de passer du produit au service. L'exemple assez intéressant, c'est celui de Fnac Darty. Donc Fnac Darty a fait une analyse de ses impacts environnementaux et comme beaucoup de distributeurs, ils se sont rendus compte que 90% de leur impact environnemental était sur les produits qu'ils vendent et donc leur scope 3 finalement. Et ils se sont aussi basés sur un autre postulat qui est que finalement en France, il y a seulement 40% des équipements électroménagers qui sont réparés aujourd'hui. Et donc, ils viennent, sur ce postulat, ils ont créé en fait une nouvelle offre qui est l'offre Dartymax, une offre de réparation. Donc, c'est un abonnement à 12 € par mois qui permet d'avoir un entretien et une réparation des produits d'équipement de la maison. Et donc, ça vient réduire la dépendance de Fnac Darty sur la vente de produits neufs. C'est vraiment ça l'idée, c'est de décorréler le chiffre d'affaires, de diminuer la dépendance à un chiffre d'affaires qui est seulement basé sur la vente de produits neufs. Donc voilà pour l'exemple de la Fnac Darty. Il y a aussi des exemples comme celui de Patagonia qu'on connaît tous, où là, plutôt que d'offrir de proposer un service de réparation qui est payant, c'est vraiment un service qui est inclus dans le prix du produit dès le début. Donc on sait que quand on achète une veste Patagonia, elle va pouvoir être réparée, qu'il y a une garantie de réparation, que les pièces détachées sont disponibles, etc. Donc ça, c'est aussi une autre approche, c'est le fait de l'intégrer dans la garantie du produit dès le début. Ensuite, il y a aussi un deuxième levier autour de la redirection de ce cœur business, c'est de passer de la propriété à l'usage. Et là, Jérémy va pouvoir nous illustrer avec un exemple assez parlant. Absolument. Merci Caroline. Pour passer de la propriété à l'usage, il y a un exemple qu'on aime bien prendre, c'est l'exemple de la machine à laver. La machine à laver, donc imaginez, je suis producteur, constructeur de machines à laver et je vais vendre à mes clients donc, des machines à laver neuves. J'ai 2 façons d'optimiser mon chiffre d'affaires. La première, c'est d'aller chercher plus de clients. Et la deuxième, c'est de vendre plus de machines à laver à chacun de mes clients. Et c'est de là qu'a été créée la notion d'obsolescence programmée, qui a été théorisée au début du XXe siècle aux États-Unis, qui va pousser les constructeurs à faire en sorte que leurs objets ne soient pas trop robustes pour que les clients doivent en racheter au bout d'un certain nombre d'années. Pour une machine à laver, c'est entre 3 et 7, 8 ans en fonction des marques. Cette notion d'obsolescence programmée, elle nous pousse à aller extraire davantage de matières premières pour créer des nouvelles machines à laver qu'on souhaite vendre à nos clients pour pérenniser notre modèle d'affaires et notre chiffre d'affaires. Et donc, tout ça n'est pas très vertueux. Il y a même des marques qui vont mettre une couche de colle sur les cartes mères pour que dans le cas où un élément de la carte mère tombe en panne, eh bien, on ne puisse pas le remplacer, on doit changer toute la machine à laver. La première étape dans la redirection du modèle d'affaires d'un vendeur de machines à laver, c'est de passer de la vente de machines à la location de machines. Si je vends à mon client un contrat avec une location, il va payer tous les mois pour un certain montant et il aura une machine à laver qui fonctionne chez lui. À ce moment-là, moi en tant que constructeur, pour optimiser mon modèle, j'ai tout intérêt à faire en sorte que cette machine à laver dure le plus longtemps possible. Donc je vais la faire plus robuste et donc je vais avoir besoin d'en produire moins et donc d'extraire moins de matières premières pour construire ces machines à laver. C'est beaucoup plus vertueux. On pourrait aller encore plus loin et dire au client qu'on ne lui vend pas ou qu'on ne lui loue pas une machine à laver, mais plutôt qu'on lui vend des cycles de lavage. Et à ce moment-là, on dit au client, en fait, on installe une machine chez vous et à chaque fois que vous faites une machine, on va vous facturer, par exemple, 3 €.
Et à ce moment-là, je vais encore plus loin dans la migration vers la facturation de l'usage. Il n'y a plus du tout de relation avec la matérialité, on est vraiment sur le service lui-même. Et on va même pouvoir aller plus loin. Une machine à laver, c'est comme une voiture, on l'utilise moins de 10% du temps. Et donc, on a tout intérêt à la mettre en commun, comme on faisait il y a quelques temps avec les laveries. Et donc, on va par exemple dans un immeuble ou dans une résidence mettre des machines à laver qui seront utilisées par plusieurs personnes, ce qui permettra en plus de faire des économies sur le prix d'un lavage. Donc ça, c'est un exemple de la machine à laver qui est un petit peu théorique. On peut regarder des exemples qui ressemblent à ça, avec notamment, pour passer de la propriété à l'usage, un exemple très connu qui est Xerox. Xerox est une entreprise qui a vendu pendant des années des photocopieurs et des imprimantes. Ils ont décidé de lancer une nouvelle offre à l'usage. Et donc les entreprises clientes n'étaient plus facturées pour les machines qu'elles achetaient ou qu'elles louaient, mais pour le nombre de pages imprimées qu'elles allaient faire. Et du jour au lendemain, les entreprises n'avaient plus à se soucier des machines, du changement de tampon d'encre, ni même de la fourniture du papier. Elles étaient uniquement facturées sur le nombre de feuilles qui étaient imprimées. Un deuxième exemple qui est très connu, c'est Michelin. Michelin qui fait des pneus. Michelin a développé une offre B2B sur une partie de ses clients, et notamment les clients avec des flottes importantes de camions, pour arrêter de leur vendre des pneus et plutôt leur vendre des kilomètres parcourus. Et donc, du jour au lendemain, ces clients-là, de la même façon, ont arrêté de payer des pneus, des changements de pneus. Michelin s'occupait de leur fournir des pneus, de reprendre les pneus, de les rechaper et de les remettre en circulation. Et le client, lui, était simplement facturé au nombre de kilomètres parcourus avec les pneus. Michelin a accompagné ça avec des services complémentaires et notamment, par exemple, des accompagnements, des sensibilisations à l'éco-conduite. Cette sensibilisation a permis, d'utiliser moins de pneus, mais surtout pour le client, de réduire l'accidentologie des chauffeurs et aussi d'améliorer les consommations de fuel des camions. Donc ça s'est accompagné d'effets secondaires qui étaient positifs à la fois pour Michelin qui avait des pneus moins usés et pour le client qui avait des coûts réduits et de l'accidentologie réduite. Et puis un dernier exemple, c'est la marque Signify, qui est une marque française qui fournit des éclairages à ses clients professionnels. Et donc Signify propose à ses clients de la location d'éclairage. Et donc vous n'avez plus, vous, en tant que client, à vous soucier de l'infrastructure et des ampoules. Vous ne vous souciez plus que de payer une location mensuelle pour l'éclairage de l'espace pour lequel vous avez fait appel à Signify. Et puis on a un autre client, ou plutôt une autre référence qu'on aime beaucoup, qui est Decathlon, dont va nous parler Caroline. Oui, ce qui est intéressant, c'est que Decathlon, ils passent aussi de la propriété à l'usage sur certains de leurs produits. Sur la catégorie des vélos, par exemple, ils font des locations de longue durée. Ils font aussi de la location de plus courte durée sur des kits de camping. C'est basé aussi sur un insight consommateur. On n'a pas besoin que nos tentes traînent chez nous toute l'année. On les a juste besoin à un moment de l'année. Et on a aussi parfois besoin de tentes de tailles différentes et d'équipements différents dépendant du voyage qu'on veut faire. Ils louent également des équipements de ski pour les enfants, des vélos pour les enfants. Donc c'est vraiment basé sur quels produits se prêtent bien à la location. Et ça fait partie aujourd'hui de leur chiffre d'affaires qu'ils appellent le chiffre d'affaires durable. Ils font aussi un test en Belgique sur les abonnements. Donc c'est un abonnement de 20 à 80 euros par mois, dépendant des équipements et dépendant de la pratique sportive des consommateurs. Et voilà, donc ça c'est un test en Belgique. Ils veulent l'étendre évidemment à d'autres pays. Et tout ça, ça fait partie de leur chiffre d'affaires durable, comme je le mentionnais. Ce qui est inclus dans ce chiffre d'affaires, c'est les locations, tout ce qui est vente de pièces détachées, tout ce qui est réparation et aussi vente seconde main. Donc tout ça, ça fait partie de leur chiffre d'affaires durable. Ils ont un objectif d'avoir un chiffre d'affaires durable de 15% d'ici à 2026. Et il y a aussi des incentives pour les collaborateurs chez Decathlon pour pousser ces services et ces produits et pour arriver à cet objectif à 2026. Voilà pour l'exemple Decathlon. Ensuite, on a donc un troisième levier dont on voulait vous parler, c'est celui du passage du volume à la valeur. Et ça, Jérémy va nous le commenter à travers un exemple. Il y a un très bon exemple du passage du volume à la valeur, c'est la société Nexens.
Nexans est une société française qui fabrique des équipements de câbles électriques et des infrastructures électriques. Nexans, quand Christopher Guérin prend la direction de Nexans en 2018, Nexans est dans une situation économique délicate. Et il décide de prendre des décisions assez radicales pour redresser l'entreprise. Sans aucun plan social, il va travailler sur son business et il décide de passer d'une croissance, ou en tout cas d'une recherche de croissance en volume, à une recherche de croissance en valeur. Et il va réussir puisque en 4 années, il va multiplier la valorisation de l'entreprise par 4. Alors, comment est-ce qu'il a fait ça? Eh bien, il a joué sur plusieurs leviers. Le premier levier, c'est le levier des clients. Il va passer assez rapidement de 17 000 clients à 4 000 clients. Ces clients, il va les choisir selon différents critères, la rentabilité bien évidemment, mais aussi des critères liés à leur sensibilité aux questions environnementales et à leurs engagements sur ce sujet. Le deuxième levier, c'est le levier des produits. Christopher Guérin va limiter et réduire le nombre de produits de 30 voire 40% par rapport à ce qui était en 2019. Donc il va resserrer le catalogue de produits Nexans. Et puis il va ajouter une action territoriale, il va se fixer comme objectif que 90% du chiffre d'affaires de chaque usine soit réalisé dans un périmètre de 800 km, ou plutôt dans un rayon de 800 km par rapport à l'usine. Et tout ça va avoir des résultats assez impressionnants puisque, par exemple, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, Nexans va réduire entre 2019 et 2023 de 28% ses émissions de gaz à effet de serre dans l'absolu. Et il prévoit d'augmenter encore jusqu'à 40% dans les prochaines années. Et puis un bénéfice record, en 2022, plus 51% de bénéfices par rapport à 2021, ce qui est assez remarquable. Et puis Christopher Guérin, elle est encore plus loin puisqu'il s'est dit « j'ai choisi mes clients, je vais aussi choisir mes investisseurs ». Et donc, il ne discute plus aujourd'hui qu'avec les investisseurs qui lui posent des questions environnementales sur le business de Nexans. Et tout ça se base notamment sur une notion importante pour Nexans qui est le recyclage. Nexans part du concept de jour du dépassement qui en 2023 était à la date du 2 août. Et il va se dire, jusqu'au 2 août, j'ai pu extraire des ressources, et notamment du cuivre, qui devient de plus en plus rare, pour réaliser mon chiffre d'affaires. À partir du 2 août, je me dois de travailler sur des matières recyclées pour ne pas participer au dépassement des limites planétaires. Et donc, il est aujourd'hui à 10% à peu près d'utilisation de matières recyclées. Il se fixe un objectif de 30 voire 40% dans les prochaines années. Et c'est assez remarquable. Pour conclure sur ce sujet, les questions que vous pouvez vous poser, vous, en tant que chef d'entreprise ou en tant que directeur du développement durable, pour vous positionner aujourd'hui et dans votre cible sur ces modèles d'entreprise et sur ces types d'entreprises, ce sont les suivantes. Est-ce que nous allons au-delà de la réglementation? Est-ce que nous avons une fonction RSE qui est identifiée? Est-ce que cette fonction RSE, elle prend part à la définition de la stratégie de l'entreprise? Est-ce que cette fonction RSE, elle est représentée au comité exécutif ou au comité de direction? Est-ce qu'on cherche à réduire les impacts négatifs de l'entreprise? Est-ce qu'on cherche à aller plus loin en augmentant les impacts positifs de l'entreprise, notamment sur notre écosystème direct? Est-ce qu'on sait renoncer à des activités ou des produits que l'on considère comme n'étant pas durables ou n'étant plus durables demain? Est-ce qu'on considère le vivant comme partie prenante de notre business? Et enfin, quel est notre modèle de réussite? Est-il uniquement basé sur une réussite financière ou bien est-ce qu'on va plus loin? Et à ce sujet, on vous recommande fortement une étude qui a été réalisée par Kea en 2021, mais qui est toujours d'actualité, qui est une étude sur les modèles de croissance durable que vous trouverez sur le site internet de Kea. Et nous avons maintenant le grand plaisir d'accueillir Marguerite Laborde de Mustela, qui va venir nous parler de Mustela et répondre aux questions de Caroline. Bonjour Marguerite. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter et présenter Expansience et Mustela? Oui, bien sûr. Alors, Expansience, c'est un... Enfin, moi d'ailleurs, on va commencer par moi. Je suis directrice de la marque Mustela, donc depuis 3 ans. Et auparavant, j'ai travaillé dans les cosmétiques principalement. Et puis par ailleurs, je suis aussi membre d'une association qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat. Peut-être on y reviendra.
Voilà, et donc je travaille chez Expansience, qui est un laboratoire de santé naturelle français. Donc c'est un groupe familial, indépendant, qui est certifié Bicorp et entreprise à mission. Donc en termes d'activité, on en a 3 principales. La première, c'est la dermocosmétique avec Mustela, qui est autour du bien grandir. La deuxième, c'est autour du bien vieillir avec aujourd'hui un médicament pour l'arthrose et donc autour de la rhumatologie et un ensemble de services aussi autour du bien vieillir. Et la troisième, on est plus sur du B2B cette fois-ci, avec un centre de production d'ingrédients actifs pour le marché cosmétique. Ok. Et aujourd'hui, Mustela fait 80% de votre chiffre d'affaires chez Non, on est plus à 2/3. Ok, très bien. Donc c'est une grosse partie du business d'Expansience. Super. Et depuis quelques années, Expansience a pris un tournant vers un cap régénératif. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce cap? Oui, bien sûr. Déjà, je pense qu'une première chose à poser quand même, c'est la nécessité de la transformation. Je pense que chez Expansience, on a fait ce constat depuis quelques temps. C'est une entreprise qui est engagée depuis assez longtemps sur certains chemins, avec la certification Bicorp en 2018 et entreprise à mission en 2021. Maintenant, ce qui est clair, c'est que tout ça, ça vient vraiment du constat de l'urgence. Aujourd'hui, on a 6 des 9 limites planétaires qui sont dépassées. Nos écosystèmes sont vulnérables, sont en danger, que ce soit en termes de sécheresse, de surface agricole, de biodiversité. Donc, partant de ça, on se dit que le modèle même de développement de nos entreprises, finalement, il met en danger ces écosystèmes. Et par là même, il met en danger aussi la pérennité des entreprises en elles-mêmes. Donc la transformation, pour nous, elle est vraiment nécessaire. Et on se donne du coup un nouveau cap face à ça, avec vraiment 2 jambes en quelque sorte. La première, c'est un programme de réduction drastique de nos impacts environnementaux, notamment carbone et biodiversité, à 2030. Une réduction vraiment au minimum incompressible et rapidement. Ensuite, la deuxième jambe, c'est un cap un peu plus long terme d'aller vers l'entreprise régénérative à 2040. Et on est au tout début du chemin. Donc c'est, comme tu disais tout à l'heure, une matrice, une grille de lecture qui nous permet d'avancer. Mais voilà, on est en chemin. Et ce cap d'entreprise régénérative, opérationnellement, il passe par... l'objectif, c'est déjà de se questionner sur le sens de notre activité. Est-ce que notre activité est utile? Est-ce qu'elle peut avoir un impact positif? Est-ce qu'elle peut aider à préserver le vivant? Déjà, c'est le fondement. Et autour de ça, on s'est dit que... on a posé le process de devenir une entreprise à mission en se donnant justement la mission générique d'aider les individus à façonner leur bien-être au niveau du groupe Expansience. Et derrière, on a posé 4 objectifs d'entreprise à mission qui permettent d'avancer vers le cap de l'entreprise régénérative. Avec un premier objectif qui est de concevoir des produits et des services qui soient éco-conçus et inspirés du vivant et qui ne détériorent pas le vivant. Un deuxième qui est de construire une entreprise qui soit solidaire et inclusive avec ses collaborateurs en partie prenante. Le troisième, c'est de contribuer aux objectifs climatiques planétaires et aussi à la préservation de la biodiversité et du vivant. Et le quatrième objectif, c'est de faire levier sur nos écosystèmes et nos communautés pour créer des nouveaux modèles d'affaires positifs à impact positif. Oui, c'est super intéressant et c'est très lié à ce qu'on racontait autour des différents leviers de redirection. Justement, sur ces leviers de redirection, est-ce que vous pouvez nous commenter peut-être un petit peu plus en détail ce que vous faites concrètement au niveau du modèle opérationnel et aussi au niveau du cœur business? Bien sûr. Alors, sur nos principaux leviers de redirection, je dirais qu'il y en a 3. Le premier, c'est la contribution aux objectifs climatiques et c'est donc vraiment la diminution de notre empreinte carbone. Le deuxième, c'est notre lien avec le vivant. Et le troisième, c'est un peu plus une question de posture, mais c'est aller vers la sobriété. Donc, sur le premier de contribuer aux objectifs climatiques, on a une trajectoire et un objectif précis, parce que évidemment, j'ai oublié de le mentionner, mais tous ces objectifs, ils sont associés à des KPI très précis et des étapes graduelles d'ici à 2030 et 2040 pour aller dans cette démarche. Notre objectif de diminution de notre empreinte carbone, il est validé par Science Based Target et il est à moins 54,5 en 2030. Donc,
Donc pour ça, on a plusieurs leviers. Le premier, ça va être de décarboner notre centre de production. Donc un exemple concret, c'est d'investir dans une chaudière biomasse, par exemple. Le deuxième, c'est de réduire l'impact carbone de nos approvisionnements. Donc là, on se parle du sourcing, et ça c'est gros quand on est un industriel qui se source avec des matières premières. Donc là, ce qu'on a fait récemment, pour vous dire qu'on est au début, c'est de réunir nos fournisseurs, tous nos fournisseurs en fait importants dans notre parc de matières premières, et de leur poser le constat, de partager avec eux le constat, de les former aussi sur ces sujets-là, et de dire tous ensemble, voilà les objectifs qu'on se donne et comment on peut travailler tous ensemble pour plus de transparence, plus d'accès à la data aussi sur cette empreinte, et derrière viser la diminution. Le troisième levier sur les objectifs climatiques, c'est de réduire l'empreinte carbone de nos transports, évidemment. On y va aussi graduellement. Donc, une première étape qu'on a faite, c'est par exemple de passer tout notre parc de voitures au niveau des filiales en électrique. Une deuxième étape qu'on vise en 2024 et qui n'est pas des moindres, c'est de convaincre tous nos distributeurs d'interdire le fret aérien. Aujourd'hui, on a encore une partie une partie logistique, certains envois qui sont faits en aérien. C'est c'est évidemment la résultante de contraintes logistiques, de transport. Parfois, il faut aller vite parce qu'il y a une rupture. Enfin, vraiment des contraintes opérationnelles que je pense que chaque business se pose. Et c'est pas facile, je pense, de négocier ça avec un distributeur. Donc, on a pris le sujet bien en amont. On les forme aussi pour ça, c'est-à-dire qu'on partage les constats avec les distributeurs pour leur dire pourquoi on fait ça. On essaie de leur proposer aussi l'opportunité d'être dans les pionniers à mettre en place ce genre de pratique. Et donc, on a cet objectif pour 2024 de négociation. Donc ça, voilà, c'est pour le premier objectif. Je rebondis, c'est un peu le renoncement dont on parlait tout à l'heure. Ce n'est pas forcément uniquement sur le business model, c'est aussi dans le modèle opérationnel, où on est amené à faire des choix qui peuvent être difficiles à un moment de discuter avec ses partenaires et qui, en fait, en co-construction, permettent d'aboutir à des solutions beaucoup plus durables. Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. On conçoit la co-construction aussi, et surtout même d'ailleurs sur des sujets difficiles. Et la première chose, c'est vraiment de partager l'information pour que tout le monde soit au même niveau et s'accorde sur la vision de là où on veut aller en fait. Et ça passe aussi par des clients en fait, qui parfois, on se dit que c'est moins simple, on est dépendant. Non, en fait, il faut y aller. Le deuxième levier, c'était sur le lien au vivant. Alors, on est une activité et on est en train de finir notre empreinte biodiversité, mais clairement, on est une activité qui est extrêmement dépendante au vivant, puisqu'on source énormément d'ingrédients et de matières premières naturelles, ne serait-ce que pour les formules Mustela ou pour les ingrédients actifs qu'on vend au marché cosmétique ou encore pour notre médicament pour l'arthrose. Donc, plusieurs leviers là-dessus. Un premier, ça va être de travailler nos filières pour intégrer de l'agriculture régénérative. Donc ça nécessite aussi de passer par une étape de désintermédiation et d'aller en direct parler avec nos sources d'approvisionnement et pouvoir installer ces bonnes pratiques. Un deuxième levier, alors que là on utilise déjà, mais qu'on va vouloir étendre plus largement dans le groupe, c'est en termes de sourcing de matières premières, d'utiliser des coproduits. Donc, par exemple, on a un ingrédient actif chez Mustela qui est l'avocat, qu'on utilise dans nos formules. Donc cet ingrédient, on va essayer, aujourd'hui on le source uniquement à partir de coproduits, donc de rebuts de l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire qu'au Pérou, sur notre chaîne, on a une chaîne de production au Pérou, les ingrédients sont, on reçoit des avocats qui ont été triés par le producteur et ce sont ceux qui ont été mis de côté parce qu'il ne va pas pouvoir les vendre dans les filières d'agroalimentaire. Donc ça permet d'être sûr qu'on ne prend pas des terres qui demain pourraient être utiles en fait, pour de l'alimentation humaine et non humaine d'ailleurs, et se dire qu'on fait du zéro waste avec ce genre de pratique. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait sur l'avocat, on l'étend à d'autres ingrédients actifs et l'idée, c'est vraiment de l'étendre au maximum de notre portefeuille. C'est un autre point. Et puis, un dernier point, je pense, qui est intéressant peut-être sur le lien au vivant, mais qui rejoint quand même aussi le sujet de l'empreinte carbone, c'est on essaye aujourd'hui d'apprendre à concevoir un produit à partir de ce qu'on a autour de nous, donc de notre centre de production qui est à Épernon. Aller regarder ce qui existe comme ingrédient actif à côté. Il n'en existe peut-être pas d'ailleurs, et aller le produire et le concevoir avec des producteurs locaux, d'autres industriels, et se dire quel produit on va pouvoir faire avec ce qui est à côté de chez nous. Parce que peut-être demain, c'est une solution et c'est la clé pour de nouveaux business.
Donc, Super. Donc ça, c'est plutôt sur le modèle opérationnel. Vous expérimentez aussi sur le cœur business, sur des nouvelles offres. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous êtes ouais, bien sûr. assez connu pour ça aussi. Ouais, et il y a un des derniers levées, mais qui fait lien avec ça, dont on n'a pas parlé, c'est vers plus de sobriété. C'est de se dire que aujourd'hui, on est dans une logique de ne mettre sur le marché que des produits qui soient utiles. Donc on commence déjà vraiment à resserrer ce sujet de l'offre, se dire que, et ça, enfin, je le dis de façon très humble parce que j'ai fait du marketing comme ça depuis 10 000 ans, mais se dire qu'on ne va pas lancer un produit juste parce qu'il existe quelque chose comme ça sur le marché, ou se dire qu'il y a un besoin qui semble être adressé par la concurrence et que potentiellement on pourrait aller se positionner là. Non, l'idée, c'est d'être sûr que nos produits vont servir à notre cible, qui sont des besoins essentiels. Et donc, ça va passer par exemple par de la co-construction avec les parents. Donc là encore, embarquer aussi une partie de notre écosystème là-dessus. Donc voilà, ce sujet de sobriété, c'est se focuser sur l'utilité. Et après, évidemment, c'est diminuer l'empreinte de nos produits en faisant de l'amélioration continue et en se donnant des objectifs très précis de réduction de notre poids de plastique, de taux de réutilisation des packaging. Donc on a vraiment une feuille de route très précise et graduelle jusqu'à 2035-2040 sur le sujet. Donc après, par rapport à des nouveaux business models ou des nouvelles expérimentations, on va aussi évidemment, donc on va innover sur de l'utilité et de l'éco-conception. On va aussi innover sur des nouveaux usages, donc qui aujourd'hui ne sont pas nécessairement hyper répandus, mais sur lesquels il faut commencer à travailler, à instaurer ces usages, parce que c'est des produits pionniers pour demain. Donc ça passe par exemple, lancer des produits solides, qui aujourd'hui sont assez consommés sur le marché du shampoing en France notamment, mais pas forcément sur beaucoup d'autres catégories, et notamment sur la cible parents qui utilisent ça avec des enfants en bas âge. Donc aujourd'hui, on a lancé un shampoing et lavant solide. L'idée, c'est d'élargir cette offre plus loin et de progressivement emmener des consommateurs vers cette utilisation et emmener aussi des marchés qui sont aujourd'hui à un niveau de maturité qui est moindre que la France sur ces sujets-là vers ce type d'utilisation. Donc, aller investir justement sur les produits de demain, en fait, pour les faire croître et faire créer cette appropriation de l'usage des consommateurs. Donc ça, c'est un premier exemple. Après, un deuxième exemple d'expérimentation et d'usage qui est intéressant, c'est celui du vrac. Donc alors, ça correspond à nos objectifs de réduction d'impact, parce que le vrac, c'est du réemploi. Donc ça fait partie de nos objectifs chiffrés de se dire que d'ici à 2035, on aura 50% de notre offre qui sera disponible en réemploi. Aujourd'hui, on a déjà expérimenté en lançant la première station de recharge de vrac en pharmacie. Donc, c'est un meuble Mustela que vous trouvez dans certaines pharmacies où le parent, le consommateur peut venir recharger sa bouteille. Voilà, c'est une expérimentation parce que derrière, il faut savoir, en le faisant, on se rend compte de plein de difficultés opérationnelles qu'on doit lever, de difficultés de business model aussi. Et une des difficultés notamment qu'on a levées, c'est que si on veut embarquer plus de consommateurs dans cet usage, il faut aussi que cette offre elle soit plus visible et qu'on ne soit pas les seuls en fait à le faire. Donc depuis cette année, on travaille avec un consortium d'autres laboratoires, de concurrents en fait, avec qui on a lancé récemment la première station de recharge multimarque en pharmacie. Donc ça, je pense, c'est un bon symbole aussi que la coopération, ça permet d'avancer, même entre concurrents, sur des sujets qui sont faire face à ces enjeux de redirection écologique où il n'y a plus de compétition en fait là-dessus. Et sur le vrac, on voit le lien avec les emballages, réduction des emballages. On voit peut-être moins facilement le lien avec le réemploi que vous avez évoqué. Est-ce que vous pouvez nous parler du lien entre vrac et réemploi ? Et le réemploi de l'emballage, justement. Ah, de l'emballage, oui, d'accord, oui, pas ça. des matières. Non, le réemploi de l'emballage. Ok, ouais. très bien. Oui, c'est pas le même type de réemploi que ce que vous avez pu évoquer plus tôt. D'accord, Mais, ok. Mais le packaging, le zéro déchet en cosmétique, c'est, je pense, un des enjeux clés, quoi, parce qu'en termes de, il y a l'empreinte carbone liée au plastique, mais il y a aussi la pollution plastique, la pollution des eaux, c'est un énorme enjeu. Donc pour nous, c'est vraiment un enjeu vraiment hyper clé.
Après, un autre exemple d'expérimentation qu'on commence à mener, c'est sur une offre de service pour les parents. Alors, cette expérimentation, elle avait plusieurs objectifs, potentiellement un jour de trouver un nouveau modèle d'affaires, mais surtout aujourd'hui, de créer un écosystème de coopération autour d'acteurs de la parentalité. Donc, on a expérimenté ça une première fois l'année dernière. Et on va le réexpérimenter en janvier. C'est une offre qui s'appelle la Maison des parents, qui aujourd'hui est plus sous format éphémère. Mais donc l'idée, ça a été de créer un lieu dans lequel on a des conférences, des masterclass, des ateliers pour les parents, en se disant que ce moment de la parentalité, il est vraiment source de questionnement, de chamboulement. On a besoin d'accompagnement. Il y a plein de sujets qui sont tabous. Donc on voulait accompagner les parents là-dessus. Et pour ça, on s'est entouré de tout un écosystème d'acteurs, tout un collectif d'acteurs avec des marques, des pros de santé, des freelances, des associations évidemment. Et on a co-construit ce programme ensemble et cette offre ensemble. Et ça, c'était hyper fort aussi pour nous en termes de coopération, de se dire comment on peut répondre à un besoin sociétal et environnemental en collaborant avec d'autres que nous et en recherchant autre chose que simplement, dans un premier temps, l'offre rentable pour nous, quoi. Donc ça, c'est une expérimentation qui est en cours et qui fait partie du cap régénératif à 2040 parce que derrière, il y a un impact sociétal positif et on fonctionne en écosystème. Et là, vous faites le lien avec le premier levier qu'on a présenté tout à l'heure, qui est de passer du produit au service, ou plutôt d'inclure un service avec le produit. Exactement. Et on en vient au point sur le renoncement. Donc, c'est assez connu. Mustela, vous êtes décidé de renoncer aux lingettes dans quelques années. Est-ce que vous pouvez nous parler justement du process et de comment ça se passe? Oui. Alors, le renoncement, effectivement, c'est un sujet important chez nous. Déjà parce que, j'ai oublié de le mentionner, mais aujourd'hui, on s'inscrit dans une logique de renoncer à la croissance en volume. Donc aujourd'hui, on est focus et on a des objectifs sur de la croissance en valeur. Donc ça, déjà, c'est un premier point qui est important, qui est posé. C'est des objectifs et nos incentives, par exemple, au niveau Global Group, on est passé d'un coefficient sur du volume à un coefficient en valeur. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Ensuite, par rapport aux lingettes, donc ça, c'est une offre donc on a décidé qu'en 2027, on arrêterait l'offre de lingettes jetables de notre portefeuille. On a décidé ça il y a 2 ou 3 ans. On a pris cette décision parce que les lingettes, c'est un énorme pollueur à usage unique. Donc, c'est-à-dire que ça bouche les canalisations. Je ne sais pas si vous saviez, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, les lingettes contenaient toutes sur le marché du plastique. Donc, c'est vraiment une énorme source de pollution. Nous, on s'est dit que ça ne répondait pas à notre mission d'accompagner les parents vers un futur souhaitable, de proposer ce type de produit, même si, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il est très utile. C'est-à-dire que c'est quand même dans le podium des parents, des produits les plus aimés des parents. Oui. Voilà. Donc, et en plus, c'est un marché en croissance parce qu'avec le Covid, tout ce qui est lingette sanitaire, ça a vraiment explosé. Donc ça, nous, on s'est dit que c'était un symbole fort et c'est vraiment ce qu'on souhaite. Mais on l'a organisé de façon à le planifier, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté du jour au lendemain. On s'est donné le cap de 2027. On a déjà décidé ça il y a quelques temps. Donc, c'est une diminution progressive de la place des lingettes dans notre portefeuille. Et on accompagne cette diminution par une offre de transition qui est la lingette compostable et la lingette lavable, qui, elle, perdurera a priori. Super. Génial. Et donc, c'est vraiment cette notion d'anticipation qu'on retient et de transition aussi avec les lingettes compostables. Super intéressant. On voulait aussi vous demander, finalement, une entreprise qui se redirige, c'est des gens qui travaillent de façon différente, qui s'organisent de façon différente. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette transition, cette transformation culturelle aussi et comment elle s'est opérée chez vous? Oui. C'est vrai que le premier point pour que tout le monde soit bien embarqué et que la culture puisse donner lieu à une vraie transformation derrière, pour nous, ça a été vraiment de partager le constat. Donc, on a une formidable équipe RSE qui travaille sur ça, en fait, précisément, de créer les conditions de la transformation en formant les
les collaborateurs. Donc, on a évidemment fresqué toute l'entreprise. Il y a même toute l'usine, tout le site de production où on a arrêté les machines pendant une journée pour que tout le monde puisse faire la fresque. Et ça, en fait, alors après, voilà, il y a d'autres formations en plus, parce que la fresque, c'est un peu, on va dire, la clé d'entrée, mais après, il y a d'autres formations qui ont pu être développées. Mais en tout cas, l'idée que chaque collaborateur ait pu être exposé à ces sujets-là et comprenne la feuille de route aussi derrière. Ça, je pense, c'est important d'avoir les mêmes éléments de langage. Ensuite, le deuxième sujet, ça a été vraiment de co-construire nos objectifs d'impact. Donc, on a mis en place un programme, donc le programme Impact dont je parlais de diminution de nos externalités négatives à 2030. Ces objectifs ont été co-construits avec les collaborateurs sur format de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, en fait, il y a un panel de collaborateurs qui a postulé, qui a été sélectionné, qui est représentatif de toute l'entreprise en termes de hiérarchie, en termes de services, en termes de géographie. Et ces personnes ont été vraiment formées considérablement avec un programme intensif d'acquisition de connaissances sur ces sujets-là. Et derrière, on fait des propositions qui ont été validées par le top management et qui sont aujourd'hui les clés de notre feuille de route. Ça a été des propositions. Ensuite, chaque service se les a réappropriées et a écrit sa feuille de route pour matcher ses objectifs. Mais du coup, cette logique de co-construction, ça permet aux gens de s'approprier le sujet et derrière de travailler tous ensemble en fait, sur cette réduction. Et on n'a pas de frein en fait, culturel parce que c'est le projet de tout le monde, quoi. Donc il y a ça. Et après, peut-être un autre sujet qui est important aussi, et alors je ne saurais pas vous dire depuis quand ça date, mais je pense depuis quelques temps quand même, c'est le fait que nos incentives au niveau groupe sont indexés sur un coefficient qui est lié à l'atteinte des objectifs CSR, notamment par exemple la réduction de l'impact carbone. Oui, cette redéfinition aussi de la réussite est importante. Vous travaillez aussi avec votre équipe sur la redéfinition de la fonction marketing. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous un marketing plus responsable ? Alors, déjà, je pense que, la conviction que je porte en tout cas, c'est que le marketing a sa part de responsabilité aussi dans le modèle de développement actuel de nos entreprises qui n'est pas durable parce qu'on est sur de la recherche de croissance et des imaginaires de consommation et de réussite par la consommation qui ne sont pas ceux qu'on souhaite dans une économie positive à terme. Donc, voilà, ça, il faut le poser. Maintenant, ceci étant dit, le marketing, c'est aussi le service qui est au cœur de la création de valeur de l'entreprise, avec l'offre, la création de l'offre, et qui est aussi aux prises avec son écosystème et ses communautés. Donc, en fait, finalement, les marketeurs, c'est ceux qui ont les clés en main aussi pour repenser l'entreprise de demain. Donc, nous, on s'est donné comme mission avec mon équipe de se dire qu'est-ce que c'est la fonction marketing de demain dans une entreprise à visée régénérative ? Donc ça passe par la question sous-jacente, c'est se dire comment j'utilise mon budget marketing pour servir à la fois mes KPI et la transition de mon écosystème, etc. Donc quelques exemples là-dessus, c'est de se dire que on va utiliser notre share of voice pour servir notre mission de marque qui est aider les parents à élever des enfants en bonne santé sur une planète en bonne santé. Donc ça passe déjà par aider les parents, donc des contenus utiles pour les parents. Donc on passe d'un focus produit dans la communication à un focus empowerment avec des podcasts sur la grossesse, des kits éditoriaux sur le sommeil de l'enfant, etc. Donc ça, on peut se dire, peut-être vous allez me dire que c'est du brand content, mais oui, mais en fait, tout l'impact de ça vient du fait qu'on donne des objectifs au pays là-dessus de pourcentage de contenu. C'est-à-dire qu'on a un objectif à terme d'être à 100% de nos contenus qui sont ça, en fait. Donc voilà, c'est monitoré. Après, un deuxième point, c'est aussi d'utiliser notre share of voice pour informer et partager le constat, encore une fois. Donc, on met en place des opérations spéciales avec des influenceurs où on va les former aussi sur les enjeux et derrière les entraîner à faire des challenges, par exemple, zéro déchet pour leur communauté plutôt que de vanter les mérites d'un produit, de se dire comment vous pouvez embarquer votre communauté pour créer un changement d'usage. Ou avec des journalistes aussi. On a fait des voyages presse avec des leaders d'opinion à qui on fait la fresque du climat et qu'on onboard sur ces sujets-là pour derrière qu'il y ait un relais, quoi.
Super. Je suis désolé, je vais vous couper parce que le temps passe très Ouais. vite. Et peut-être une dernière question, Caroline, puis on Oui, va passer aux une questions du dernière public. question. Mustela a participé à la CEC au niveau national et vous participez aussi à la CEC des nouveaux imaginaires et on est très curieux d'en savoir plus sur ce sujet. Oui, tout à fait. Donc, c'est l'association dont je parlais au début. Donc, Mustela, on a fait le premier parcours de la Convention des entreprises pour le climat, qui est une association d'intérêt général dont la mission, c'est d'accélérer la bascule vers l'économie régénérative d'ici à 2030. C'est un parcours pour dirigeants qui vise à leur donner vraiment les clés de compréhension et d'anticipation de ce qui va se passer et de travailler sur des feuilles de route de redirection, mais au sein d'un collectif. Et c'est ça la dimension qui est vraiment ultra utile, c'est qu'on est un collectif de pionniers, on travaille en groupe sur cette redirection, on peut se challenger les uns les autres entre dirigeants, avec un niveau d'interlocuteur qui est le même. Et cette CEC aujourd'hui se décline avec des parcours thématiques, dont la CEC Nouveaux Imaginaires, dont je suis pilote à côté de mon job. Et cette CEC Nouveaux Imaginaires, là, notre objectif, c'est d'embarquer les créateurs, producteurs et diffuseurs de récits, donc agences, médias, marques, annonceurs, audiovisuels, en se disant qu'un des derniers verrous à faire sauter, c'est les modèles mentaux. Et donc, les récits qui aujourd'hui contribuent à nos imaginaires de sociétaux, comment les rediriger et comment aider ces entreprises à créer des feuilles de route derrière qui peuvent mettre en lien leurs récits et leur modèle d'affaires. Oui, c'est quelque chose qui est très très important dans cette transition parce qu'il faut pouvoir se projeter, comme on le fait dans tout ce cycle de webinaires, vers un futur souhaitable et montrer que ces modifications ne vont rien enlever à la qualité de notre vie de tous les jours, mais au contraire peuvent même nous permettre de gagner sur certains points. On pense évidemment à la pollution. Ouais. Et donc la construction de ces nouveaux imaginaires est pour nous, en tout cas chez Maël Sésame et chez Kea, un levier qui est extrêmement fort et important à développer. On manque de récits positifs. Oui, tout à fait. Alors, j'en profite pour faire un petit peu de publicité pour les prochains séminaires, tous les prochains webinaires de FutureUp. Donc, nous sommes le 4e, il en reste encore 6 à venir entre donc, demain et le 12 décembre. On vous les recommande et donc ça permet d'avoir une vision vraiment globale de ces économies souhaitables et de ces futurs souhaitables. Est-ce qu'on a des questions, Caroline ? Oui. Oui, je vérifie quelle question. On avait une question qui a été posée à Marguerite qui était de savoir qu'est-ce que la CEC a pu apporter à Mustela en termes de redirection, enfin de comprendre le moment. Est-ce que ça a permis ce cap régénératif? Est-ce que vous l'aviez déjà en tête avant? Et ce que vous en pensez aussi de ce Alors oui, non, c'est une très bonne question. On était déjà en voie de certains changements, c'est vrai, certification B Corp, on l'avait déjà obtenue, etc. Mais la CEC, ça nous a permis de pousser le curseur beaucoup plus loin de notre engagement et de notre redirection. Je pense qu'on est arrivé en se disant qu'on était un peu les premiers de la classe. Et en fait, non, je pense qu'on s'est pris une bonne claque et on s'est dit que non, en fait, il fallait aller beaucoup plus loin en termes d'ambition. Donc, encore une fois, on est au début du chemin, mais ça nous a aidé à faire une feuille de route qui soit beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus aboutie. Super. Et puis, on avait une question aussi qui était sur l'engagement des nouveaux talents, enfin des talents plus jeunes dans l'entreprise. Est-ce que vous voyez qu'il y a vraiment cette demande des talents de redirection des business models, qui soient plus jeunes ou plus âgés, enfin voilà, de comprendre aussi. Ouais. Oui, alors pour moi, ce n'est pas une question de génération. C'est vraiment une question transverse de tous nos collaborateurs il y a une énorme fierté de contribuer à cette redirection. Je pense que les gens sont très engagés par la mission qu'on se donne et par aussi l'impact qu'ils peuvent avoir dans leur quotidien, dans leur job. Je ne dirais pas que c'est plus frappant chez la jeune génération que les autres, parce que c'est vraiment assez partagé collectivement. Là, on voit le côté marque employeur avec les collaborateurs. Est-ce que vous voyez la même chose avec les candidats? Est-ce que dans les recrutements, c'est des questions qui vous sont posées, c'est des motivations pour vous rejoindre? Ah oui, clairement. Oui, par contre, c'est vraiment en termes de candidats et de personnes qui postulent, c'est une des raisons principales de venir chez nous, c'est d'avoir la volonté en fait, de pouvoir remettre cette transformation au cœur de chaque job et de chaque fonction en fait. Super. On a une question sur comment est-ce qu'on passe d'un business model en volume à un business model en valeur quand on a un fonds au capital.
Et c'est l'occasion d'expliquer aussi ce qu'on fait avec MySesame parce que Marguerite l'a mentionné, finalement, voilà, cette redirection, elle passe à travers le travail avec différentes parties prenantes, dont les fonds. Et nous, avec MySesame, on travaille avec des fonds pour justement leur partager le constat. Donc, si vous avez besoin qu'on partage le constat avec les fonds qui sont au capital, et on vient aussi former les dirigeants d'entreprise sur ce constat, sur comment ils peuvent se rediriger et comment passer de volume à la valeur. C'est une question principale à laquelle on ne peut pas répondre en très court aujourd'hui, mais on aborde ça dans des formations plus longues et en discussion avec les dirigeants et les fonds ensemble. Il y a une première étape qui est de discuter avec le fonds pour connaître ses objectifs. Oui. Et une fois qu'on a défini cette stratégie RSE ESG pour le fonds, on voit comment on décline ça auprès des participations. Et à ce moment-là, on est en capacité d'accompagner aussi effectivement les participations pour donner de la cohérence à tout ça. Voilà. On a répondu à la plupart des questions. Okay. Je crois qu'on est de toute façon au bout de oui, l'exercice en termes de temps. Marguerite, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette session de questions-réponses. C'est toujours un plaisir de parler de Mustela, qui est vraiment un exemple hyper inspirant. On est au début du chemin encore. Et vous restez très modeste là-dessus et c'est d'autant plus appréciable. Une fois encore, merci d'avoir été avec nous. On vous recommande de suivre les prochains webinars et n'hésitez pas à voir les précédents webinars en replay. Et donc, on sera ravis de vous retrouver lors d'un prochain webinar. Et Future Up, c'est aujourd'hui que ça se passe. Merci beaucoup, merci Caroline, merci Marguerite. Merci Marguerite. Et à très bientôt. À très vite. Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Les raisons d'espérer pour agir. Future Up.